Bonjour mesdames et messieurs, bon réveil, bienvenue sur RTI 1. 4 personnalités proches de l'ancien régime sont rentrées d'exil hier soir après 5 années passées au Ghana. Kadé Bertin, ex-ministre de la Défense, Kakou Brou, leader de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, Wochar Kadjebo, membre de la Galaxie patriotique, et Franck Sibahi ont ainsi décidé de regagner Abidjan. Ils ont été accueillis par la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes et le ministre de la Défense. Dès leur retour, ils ont lancé un appel à l'apaisement et au retour des exilés. La 32e session du Conseil des droits de l'homme se tient depuis le 13 juin à Genève, en Suisse. La ministre des droits de l'homme et des libertés publiques, Paulette Badjo, qui prend part à cette session au nom de la Côte d'Ivoire, a décrit le climat sociopolitique qu'elle juge meilleur dans son pays. Elle a également mis en lumière la présentation des recommandations de Mohamed Hayat, expert indépendant sur le renforcement des capacités et de la coopération technique avec la Côte d'Ivoire dans le domaine des droits de l'homme. Au cours de la présentation de son rapport, l'expert indépendant Mohamed Hayat dit noter une bonne amélioration de la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Déclaration que corrobore la ministre Paulette Badjo Ezouéu. Dans le cadre de la lutte et de la protection contre les violences sexuelles, la Côte d'Ivoire a adopté le 3 juin 2016 un décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement du Comité national de lutte contre les violences sexuelles liées au conflit. Ce comité est chargé de coordonner au sein des institutions de sécurité nationale les efforts du gouvernement en vue de prévenir les violences sexuelles et d'y proposer des réponses afin d'accroître la lutte contre l'impunité. La ministre des Droits de l'Homme et des Libertés publiques ajoute que le gouvernement ivoirien, après son adhésion au traité de Rome, a introduit les notions de crimes internationaux tels que le génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre. Et le pays poursuit ses efforts. Il a été créé un ministère chargé de la solidarité et de l'indemnisation des victimes. Et ce ministère vient de faciliter le retour de Libéria d'environ 2000 réfugiés ivoiriens. Comme vous pouvez le constater, la Côte d'Ivoire, au sortir de la crise, n'a ménagé aucun effort pour relever les défis énormes qui étaient les siens. Pour la ministre, ces efforts, couronnés par le repositionnement de la Côte d'Ivoire sur la scène internationale, l'inscrivent à ce jour, comme souligné par le Premier ministre le 24 juin dernier, lors de la réunion du comité directeur de l'OCDE, au rang des pays pré-émergents. Ici, à Abidjan, le foncier urbain, vous le savez, peut-être fait l'objet de toutes les spéculations. Particuliers et entreprises en quête de terrain sont prêts à tous les sacrifices. La pression foncière est forte et les demandeurs ne s'entourent pas souvent des précautions à prendre pour sécuriser une opération d'achat de terrain. Résultat, des terrains sont vendus à plusieurs personnes. Les litiges se multiplient chaque jour et le ministère de la Construction et de l'Urbanisme se voit obligé de faire face à ces nombreux conflits. Quelles sont les causes des conflits fonciers urbains? Comment sécuriser une opération d'acquisition de terrain? À qui s'adresser? Autant de préoccupations auxquelles notre reporter Serge Coléa tente ici d'apporter des réponses. Acquérir un terrain à Abidjan afin d'y bâtir une maison. Ce rêve, caressé par Julien Adjé, lui a créé bien des misères. En 2006, cet enseignant sur les conseils d'un ami s'engage dans l'achat d'un terrain villageois à Diorogobité dans le district d'Abidjan. J'ai eu à rencontrer le chef de Diorogobité et le chef ébrié de Abobo Baoulé. Ils m'ont donné un terrain. J'ai payé le terrain 12 millions. Mais malheureusement, il y a un de leurs fils qui a fait une opposition. Et depuis là, on ne fait que traîner. Et j'ai fini même par dire c'est plus la peine. Après cette expérience malheureuse, l'enseignant, guidé par son fervent désir de s'offrir un toit, va se retrouver empêtré dans une autre transaction douteuse. Moi, je n'ai jamais eu de chance dans les terrains. Au 7e tranche, un terrain. Il s'est trouvé que le propriétaire même du terrain, où le nom se trouvait sur la pièce d'identité avait été falsifiée. Et celui à qui j'ai acheté le terrain, ce n'était pas le propriétaire. Et 22 millions. L'immobilier, c'est un bien à vie, c'est une valeur réelle. Pour acquérir un tel bien, il est important aujourd'hui pour l'Ivoirien de contacter
un professionnel de l'immobilier avant de faire une transaction immobilière. L'assistant immobilier prend en compte tous vos problèmes et vous accompagne dans le processus. La question des litiges fonciers urbains est devenue un véritable phénomène de société en Côte d'Ivoire. En 2015, les services juridiques du ministère de la Construction et de l'Urbanisme ont enregistré 1918 contentieux. 98% de ces conflits se concentrent dans le district d'Abidjan. Face à la récurrence des problèmes de terrain et pour être plus efficace, une commission de règlement des litiges a été créée. Cette commission a examiné plus de 500 dossiers. La première catégorie de conflits que nous avons de façon récurrente, ce sont les conflits liés à la multiple attribution villageoise. Sur 500 litiges, vous avez 134 qui sont pendants devant les tribunaux. Il y a 300 et quelques qui ont connu un dénouement chez nous. Le district d'Abidjan, centre névralgique des conflits fonciers urbains en Côte d'Ivoire. Cocody est le premier en litige. Après Cocody, c'est Yopougon. Les communautés villageoises sont souvent pointées du doigt. Pourquoi est-ce qu'il y a conflit quelquefois? C'est parce que les gens, la famille à qui appartient la terre, elle n'est que gardienne de la terre. Les familles là, sont disséminées à travers les 60 villages ébriés. Et donc avant de céder, il faut les en informer qu'ils donnent leur accord aussi. Quand ils ne donnent pas leur accord, que vous restez entre vous pour céder la terre, évidemment, quelqu'un d'autre peut venir encore pour dire que moi je ne suis pas au courant. Si les gens s'adressent à qui de droit et qu'on vérifie dans le guide, vous aurez moins de problèmes. Les gens sont pressés, les gens ont besoin de terre pour pouvoir, n'est-ce pas, bâtir leur maison, etc. Donc ils tombent sur un kidam, il y a un peu ce désordre-là. Djorogobité, village du district d'Abidjan, devenu un véritable chantier, est le symbole de la ruée vers les terrains. Dans ce village, le chef a été démis de ses fonctions en janvier 2016. Principale raison évoquée, la vente de terrains à grande échelle, la cession de sites à plusieurs personnes en même temps, avec à la clé des litiges qui finissent parfois dans le sang. Notre passage dans ce village nous a permis de comprendre l'ampleur de ces conflits. Un groupe se réclamant du chef déchu s'est opposé à l'interview que nous accordait la nouvelle chefferie. Depuis 2016, on peut être destitué, mais il continue de signer des actes. Mais ça, là, maintenant, ces personnes-là, quelle est leur sort demain? C'est ça, c'est là où on devait arriver, pour ne pas qu'il y ait tout de conflit. Maintenant, comme on veut expliquer, il va venir perturber pour ne pas qu'on dise la vérité. La vente de terrain est depuis ces dernières années la chasse gardée des communautés. C'est l'une des causes du désordre constaté dans le domaine foncier urbain. La pression foncière étant forte, l'État s'est dit, bon, on va recourir à une solution intermédiaire qui est celle des lotissements villageois. L'État a constaté le chèque et a décidé de reprendre la main dans ce secteur. L'État reprend la main. Les droits coutumiers vont être purgés pour laisser la gestion du foncier à des aménageurs qui travailleront de concert avec le ministère. Désormais, plus besoin d'acheter un terrain entre 4 murs. Il faut tout simplement se rendre auprès du ministère de la Construction et de l'Urbanisme. La direction du cadastre fait partie du processus d'obtention administratif d'un terrain. Je dis souvent, celui qui achète un terrain en Côte d'Ivoire sans venir au cadastre achète un conflit. Puisque au cadastre se trouvent tous les titres fonciers qui ont été créés sur le territoire de la République de Côte d'Ivoire depuis qu'a été institué le régime foncier de l'immatriculation. Vous allez avoir à peu près le coût du terrain et puis vous allez avoir la certitude aussi que le terrain que vous allez acheter n'a pas été foncier au nom de quelqu'un d'autre. Acheter un terrain, une noble initiative, mais tout commence par la sécurisation de la transaction. Anne Désirée Ouloto, la ministre de la Salubrité urbaine et de l'Assainissement, a effectué hier jeudi 30 juin une visite sur le site de la décharge d'Akwedo. Objectif, s'imprégner des dégâts causés par les jeunes le samedi 25 juin dernier. À l'origine de cette colère, un problème de litige entre des acquéreurs privés et la chefferie traditionnelle du village. Issaïeo Aboussanogo. Voici le terrain à litige situé sur le site Mbadon Akoba, qui a mis le feu aux poudres samedi à la décharge d'Akwedo. Non contents de voir des acquéreurs privés y effectuer des travaux, les jeunes d'Akwedo village s'en sont pris violemment aux installations.
Objectif de cette colère, amener les autorités compétentes à résoudre ce litige foncier entre ces acquéreurs et la chefferie traditionnelle. C'est en vue donc de s'imprégner de l'ampleur des dégâts que la ministre de la Salubrité urbaine et de l'Assainissement s'est rendue sur le site. Andésiré Ouloto a condamné ces actes. Demain que les travaux de la réhabilitation de cette décharge vont commencer, ils seront les premiers bénéficiaires. Vous pensez qu'on va aller chercher des jeunes, je ne sais pas moi, au Gabon ou bien en Afrique du Sud pour venir faire un travail. Voilà. Mais donc, si déjà ils se comportent comme ça, qui va les associer à un tel projet? Au cours d'une rencontre avec la chefferie traditionnelle d'Akodo venue s'excuser pour les actes posés par les jeunes du village, Andésiré Ouloto a indiqué que la décharge est un bien commun. C'est en famille que le linge sale se lave. Et comme dans une famille, nous avons parlé également avec eux, mais avec également toute la fermeté, pour dire que nous n'accepterons plus que la décharge soit objet de chantage. La décharge, c'est un bien public. Nous ne pouvons pas nous comparer à l'État. L'État, c'est l'État qui nous régit. Par rapport à ça, nous sommes en parfaite harmonie avec l'État. Les acquéreurs, quant à eux en possession de documents, demandent que leurs droits soient respectés. Nous avons tous les papiers, la CD, nous avons la grâce de la justice. Et nous voulons travailler sur nos terrains. On ne veut pas rester, on ne veut pas créer de troubles. Le ministre Andésiré Ouloto a promis saisir ses collègues de la construction et de l'urbanisme et de la promotion de la jeunesse, de l'emploi des jeunes et du service civique pour des échanges avec la chefferie traditionnelle et les jeunes d'Akodo afin qu'une solution soit trouvée aux différents problèmes du village. Le ministre des Transports, Gaussou Touré, était lui face aux députés. C'était lors de la question orale avec débat sur l'univers des transports en Côte d'Ivoire. Plusieurs sujets ont été abordés, entre autres les problèmes de raquettes par les auxiliaires de transport, les gares routières illégales, les embouteillages, le problème des radars sur les routes. À toutes ces questions, le ministre des Transports a donné des explications et proposé des solutions. Francis Boifo. Face aux députés, le ministre des Transports Gaussou Touré propose des solutions au problème des embouteillages dans la capitale économique, Abidjan. Compte tenu de l'importance du parc que nous avons, c'est par un système multimodal que nous allons réussir à régler ces problèmes. En attendant, nous allons tout mettre en œuvre aussi pour que les usagers puissent respecter les règles du code de la route pour réduire les temps perdus au niveau des embouteillages. 8000 accidents enregistrés en 2015 en Côte d'Ivoire, occasionnant 800 décès. Les élus du peuple demandent plus d'action de la part de l'État. Il y a un plan national d'action de la sécurité routière qui est sur la table du gouvernement et qui va être adopté. Nous allons passer à l'acte. 94% des accidents aujourd'hui sont dus aux facteurs humains. Dès le mois de juillet, nous allons mener une campagne intense et qui va se poursuivre pendant plusieurs années pour qu'effectivement on puisse sensibiliser l'ensemble des usagers pour que tout le monde respecte le code de la route en Côte d'Ivoire. Parlant du désordre dans les gares, Gaussou Touré a annoncé que bientôt, les gares routières illégales seront entièrement rasées. Il a également indiqué que de nouveaux systèmes de radars automatiques remplaceront les forces de l'ordre sur nos routes. Ceci pour moderniser le secteur. Il a donné des gages forts de confiance aux actions en cours au sein de son ministère. Seulement notre satisfaction sera totale si ces solutions, ces multiples solutions se traduisent en actions concrètes sur le terrain. Concernant l'établissement des permis de conduire et autres titres de transport, des députés ont salué les efforts du gouvernement par la mise en place du Centre de gestion intégré CGI. Centre qui fait désormais la fierté du pays parce que sollicité par la sous-région. Avant de quitter l'hémicycle, l'émissaire du gouvernement s'est engagé à exécuter les réformes pour le bonheur des usagers.
La conférence pour les donateurs de la fondation ACBF s'est ouverte hier à Abidjan en présence d'une trentaine de pays. La fondation pour le renforcement des capacités en Afrique ACBF a besoin d'au moins 150 milliards de francs CFA pour les 5 prochaines années. Cette somme lui permettra d'appuyer le renforcement des capacités des administrations et d'accompagner l'agenda 2063 et les objectifs de développement durable de l'Afrique. La Côte d'Ivoire lui apporte une contribution d'1,5 milliard. La conférence des donateurs pour le financement du plan stratégique 2017-2021 de l'ACBF est suivie de la 25e session annuelle du Conseil des gouverneurs. On en parle avec Justine Sey-Djike. La Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique, ACBF, a permis en 25 ans d'existence de former plus de 50 000 experts en analyse de politiques macroéconomiques dans plus de 45 pays et 6 communautés régionales. La Côte d'Ivoire, membre de la Fondation, voit à la hausse sa contribution en soutien au plan stratégique 2017-2021 de l'ACBF. Au nom du gouvernement, je suis très heureux d'annoncer que la contribution de la Côte d'Ivoire passera de 2 millions de dollars US à 3 millions d'US dollars. Les besoins du plan stratégique de l'ACBF pour les 5 prochaines années, évalués à 150 milliards de francs CFA, sont destinés à appuyer le renforcement des capacités des administrations, de la société civile et du secteur privé en Afrique pour combler le déficit de compétences. Le déficit du continent africain est aujourd'hui estimé à plus de 8 millions de médecins et de spécialistes médicaux et que ce défi devrait atteindre 9,5 millions en 2023, près de 1,2 million de chercheurs, avec le risque que cela monte à 1,4 million en 2023. La conférence des donateurs pour le financement du plan stratégique 2017-2021, réunissant une trentaine de pays, est le lieu pour le gouverneur de l'ACBF pour la Côte d'Ivoire d'exhorter les donateurs à un soutien conséquent. Fondée par les États africains et la Banque mondiale en 1991, l'ACBF est soutenue par ses membres, 40 pays, les partenaires bilatéraux et multilatéraux. Un mot de religion dans ce journal. La nuit du destin au Laylatul Qadr aura lieu ce vendredi même. Cette nuit vaut 83 ans et 4 mois d'adoration. C'est la nuit la plus méritoire. Au cours de cette nuit, les musulmans prennent d'assaut les mosquées et les lieux de prière. Comment passer une bonne nuit du destin? Les explications de l'imam adjoint de la grande mosquée de Treichville, Aboubakar Konaté, qui s'exprime ici au micro de notre reporter Ami Sissoko. Laylatul Qadr ou la nuit de la destinée, c'est la nuit la plus méritoire, la nuit où tous les vœux sont exaucés et la dévotion à Allah au cours de cette seule nuit équivaut à 1000 mois d'adoration, soit un peu plus de 8 décennies. Il y a 4 événements qui se passent dans la nuit du destin. Dieu dit dans le Coran, Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Nous avons révélé le Coran dans la nuit du destin. Ça fait un événement. Deuxièmement, la nuit du destin, les anges descendent. C'est Dieu même qui fait descendre les anges et ils sont pilotés par ange Gabriel. Troisièmement, la nuit du destin est meilleure plus que 1000 mois d'adoration. Ça veut dire que c'est important. La 4e importance de la nuit du destin, c'est que Dieu décide tout dans la nuit du destin. Ce qui doit arriver en 2016, en 2017. Au cours de Laylatul Qadr, les fidèles se consacrent aux prières, zikr, lecture coranique et invocation. Objectif, l'amélioration de leurs conditions spirituelles et sociales. Pendant cette nuit, l'une des invocations recommandées est celle-ci. La femme du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il lui a posé la question. Il dit, si la nuit du destin arrive, qu'est-ce que je dois dire? Il dit, il faut dire, Dieu, tu es généreux. On vous demande de nous pardonner nos péchés. On vous demande de verser la grâce sur la communauté. C'est ce qu'il faut répéter. La nuit du destin sera célébrée officiellement cette année dans la nuit du vendredi 1er au samedi 2 juillet. Et pour la fête, l'Aïd el-Fitr, il faudra attendre l'observation du croissant lunaire de lundi soir.
En application du décret numéro 2011-371 du 4 novembre 2011 modifiant et complétant l'article 2 du décret numéro 96-205 du 7 mars 1996 déterminant la liste et le régime des jours fériés, le samedi 2 juillet 2016, le lendemain de la nuit du destin, Laylatul Qadr est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. L'ONU déplore la situation de violence qui prévaut au Burundi. Près de 350 exécutions extrajudiciaires et 650 cas de torture et de mauvais traitements depuis le début de la crise ont été enregistrés par les enquêteurs de l'ONU. Les Nations Unies dénoncent le recours généralisé à ces pratiques par les forces de sécurité gouvernementales, mais aussi des civils agissant en totale impunité. Salimatou Dia, Abou Sanogo. Arrestations arbitraires, torture, meurtre, disparition forcée, des traitements pratiqués au Burundi selon un rapport présenté à Genève. Devant le Conseil des droits de l'homme ce mercredi, le haut-commissaire Zaïd Khaed Al-Hussein déplore la détérioration tragique et massive des droits de l'homme dans le pays des pierres Nkurunziza. 348 exécutions extrajudiciaires et 651 cas de torture commis par des membres de la police et des services de renseignement après enquête de l'ONU. Des violences enregistrées entre avril 2015-2016 avec pour cible des membres de l'opposition et de la société civile hostile au régime en place. Le rapport se veut être impartial. 134 meurtres d'agents de police et de civils proches du pouvoir ont été commis par des hommes non identifiés. Le haut-commissaire évoque des perspectives réelles d'une escalade de violences ethniques, notamment contre les Tutsis. Ces hostilités qui ont fini par installer la psychose au sein des populations. Près de 270 000 personnes ont fui le Burundi. En bref et en images, les autorités turques ont identifié hier jeudi les 3 kamikazes qui ont perpétré le triple attentat du mardi soir à l'aéroport d'Istanbul qui a fait 43 morts dont 19 étrangers. Ces terroristes seraient d'après le gouvernement de nationalité russe, ouzbek et kirghize. L'attentat n'a toujours pas été revendiqué mais la responsabilité du groupe État islamique a été mise en cause et la police turque a arrêté 13 personnes. En Grande-Bretagne, toujours en bref et en images, Boris Johnson, chef de file du camp favorable au Brexit, n'est plus candidat à la primature. Il était pressenti pour remplacer David Cameron en septembre. Mais ces derniers jours, une autre personnalité est apparue dans les rangs conservateurs, moins clivante et anti-Brexit comme Cameron. L'actuelle ministre de l'Intérieur, Theresa May, qui avait pris parti contre le départ de l'Union européenne. Il faisait tout de figure de favori aux yeux des bookmakers pour remplacer le Premier ministre britannique qui a annoncé, je le rappelle, qu'il démissionnerait en septembre prochain. La justice tchadienne a condamné jeudi 30 juin 7 jeunes impliqués dans le viol collectif de la jeune femme du Zoura en février 2016, un viol qui a provoqué des manifestations à travers le pays. Hier, une session criminelle a condamné la plupart des mises en cause à 10 ans de travaux forcés. Jeudi 30 juin, hier donc également vers 22h30, un gigantesque incendie s'est déclaré dans le quartier populaire d'Anatiaïzo, Isotri, dans le centre d'Antananarivo, la capitale malgache, causant la mort de 2 personnes, dont un enfant. À 1h du matin, un autre enfant était toujours porté disparu. Cette semaine, Morgan Tsvangirai, chef du principal parti d'opposition, le Mouvement pour un changement démocratique, MDCT, a révélé qu'il souffrait d'un cancer du côlon et qu'il avait entamé une chimiothérapie. Celui qui représente la principale opposition au président Robert Mugabe n'a cependant pas l'intention d'abandonner son poste, mais cette nouvelle ouvre toutefois le débat sur sa possible succession. Une nouvelle attaque meurtrière a eu lieu dans l'extrême nord du Cameroun dans la nuit de mercredi à jeudi. Le bilan humain
est lourd. Des sources militaires parlent de 12 morts, dont le kamikaze, et de 4 blessés dans la localité de Djakana, un village frontalier avec le Nigeria. Cet attentat suicide n'a pas été revendiqué, mais cette attaque porte la marque de Boko Haram. Et pour finir, sachez qu'après les Pays-Bas, la Slovaquie prend officiellement ce vendredi 1er juillet la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne dont elle est membre depuis 2004. Une première présidence prise par ce petit pays d'Europe centrale pour 6 mois dans un contexte exceptionnel, une semaine après le référendum au Royaume-Uni. Le défi est de taille, d'autant que la Slovaquie fait également face à la montée du nationalisme et à une certaine méfiance envers Bruxelles. Fin de ce journal, je pars, Angeval Thierry s'installe.